Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Si je vous dis antispécisme, vous allez sans doute me répondre attaque de boucherie, images volées dans les abattoirs et militants véganes. Oui, mais ça ce n'est que la partie la plus visible et la plus extrême d'un mouvement beaucoup plus large. L'antispécisme, c'est une philosophie née dans les années 70 qui remet en question la hiérarchie entre les espèces et donc la place de l'humain au sommet de la pyramide. Mais à quoi ressemblerait un monde antispéciste? Et est-ce que la place croissante que l'on accorde aux animaux empiète sur celle de l'être humain? On en parle juste après ça. Mai 2017, une dizaine de militants de l'association 269 Libération Animale attaquent un fast-food en plein centre de Lausanne. Une opération commando, volontairement spectaculaire, pour secouer les consciences et ternir la popularité des établissements accusés de meurtre d'animaux. C'est en étant présent qu'après les gens non plus assimileront l'image justement de ces animaux, du sang, de la souffrance à ces enseignes. Et puis c'est ça qu'on cherche, c'est à salir aussi leur image, quoi. L'antispécisme, on en entend beaucoup parler depuis quelques années. Manifestations, sit-in, interpellations politiques, mais aussi caillassage de boucheries, abattoirs bloqués ou dommages à la propriété. Les actions des antispécistes sont diverses, tout comme les préoccupations dont ils veulent être les porte-voix. Tout ça participe d'un mouvement beaucoup plus large de réflexion autour de l'impact de notre consommation, notamment alimentaire, avec plein de mots d'ordre différents, qu'ils soient de type environnementaux. Il y a des questions de santé publique et il y a aussi des questions justement éthiques. Qu'elles soient légales ou non, violentes ou pacifiques, la mobilisation des antispécistes vise à combattre l'exploitation animale, en particulier l'élevage industriel. Des images tournées en caméra cachée par des militants dans des abattoirs et des fermes industrielles dénoncent les conditions épouvantables imposées aux animaux. Face à la mise en cause de leur métier, de nombreux bouchers et paysans défendent leur profession, affirment leur respect des animaux et appellent à une consommation responsable. Allez, bon voyage! Ils souhaitent renouer le lien perdu entre les producteurs et le grand public. Ramener un peu plus les consommateurs sur les fermes et leur montrer comment on le fait et leur faire prendre une part de cette responsabilité avec nous. Voilà. Et leur faire accepter peut-être quelquefois de payer aussi un peu plus cher pour des produits de haute qualité ou des produits qui ont nécessité non seulement du travail, mais un sacrifice en l'occurrence. On a pris une vie, je l'ai déjà dit, je le répète. Ça a une valeur. La critique de l'élevage industriel n'est pas nouvelle en Suisse, comme en témoignent ces images tournées il y a bientôt 40 ans. Mais aujourd'hui, l'antispécisme ne se contente plus d'interpeller les consciences face à la souffrance animale. Il propose une révolution plus profonde et inscrit sa lutte dans l'histoire d'autres combats de libération. Les premiers défenseurs du végétarisme, disons, en Angleterre, au tournant du XVIIIe au XIXe siècle, étaient les mêmes personnes que ceux qui luttaient pour l'abolition de l'esclavage. À l'époque, on pensait que la subordination des Noirs aux Blancs, la subordination des femmes aux hommes était quelque chose de naturel. Et les véganes aujourd'hui disent que la subordination des espèces animales à l'espèce humaine, certains ont tendance à penser qu'elle est naturelle, mais en fait elle ne l'est pas. C'est une construction culturelle qui a été construite sur le temps long, mais c'est cette construction-là qu'ils cherchent à abattre. Bonjour Angela Martin. Bonjour. Vous êtes philosophe, collaboratrice scientifique à l'Université de Fribourg. Votre sujet de recherche, c'est l'éthique animale. Et vous êtes antispéciste. Vous nous expliquerez ce que vous entendez par là. Mais d'abord, j'aimerais une réaction. Est-ce que vous partagez cette idée que l'antispécisme s'inscrit dans la lutte contre l'abolition de l'esclavage, contre le racisme? Est-ce que vous y voyez une filiation? Tout à fait, dans le sens où ce qui est commun à ces luttes, c'est l'idée que des critères purement biologiques comme la race, le sexe et l'espèce n'ont aucune pertinence morale. Ça, c'est ce qui est commun à ces luttes de libération.
Bonjour François Dermange. Bonjour. Vous êtes éthicien, professeur à la faculté de théologie de l'Université de Genève. Alors c'est vrai que vu comme ça, on a l'impression que l'antispécisme pourrait s'imposer au même titre que l'antiracisme, parce que voilà, on peut plus dire raciste aujourd'hui, en tout cas c'est pas politiquement correct. Est-ce que vous avez l'impression que l'antispécisme va s'imposer ? Alors, bon, s'imposer, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que c'est un mouvement qui grandit, c'est un mouvement qui reçoit, notamment chez les jeunes, beaucoup d'échos. Personnellement, je pense que ça ne s'inscrit pas du tout dans la logique des droits humains. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, eh bien, la logique des droits humains, c'est de reconnaître l'autre comme l'autre homme, l'autre humain, l'égal de moi-même. Or, dire que l'animal est l'égal de moi, pour moi, c'est une grande confusion. Que j'ai une responsabilité vis-à-vis de l'animal, que j'ai des devoirs vis-à-vis de l'animal. Certainement, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a une certaine filiation. De lutte contre l'injustice, par exemple. Là, oui, il y a une certaine filiation avec l'éveil éthique, disons, qui me fait prendre en considération celui que je ne prenais pas en considération, mais l'animal n'est pas mon égal. Donc vous êtes spéciste ? Moi, je suis spéciste, oui. Et j'accueille aussi Éric Baratet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste des relations entre l'homme et l'animal. Alors, revenons sur cet aspect historique. Est-ce que, historiquement, effectivement, il y a cette filiation idéologique entre la lutte pour l'abolition de l'esclavage et la lutte contre le spécisme ? Finalement, qu'est-ce qui les lie ? Oui, la première idée, quand même, il ne faut pas tomber dans une guerre hystérique entre les antispécistes et les spécistes, parce que ce n'est pas du tout une nouveauté, ça est dit d'ailleurs dans le reportage. On ne va pas sortir les bazookas. Bien sûr, ce n'est pas une nouveauté, c'est en fait le résultat d'un produit intellectuel, d'une réflexion intellectuelle qui commence fin XVIIe, XVIIIe siècle. Et dès l'époque, il y a effectivement des liens, pas tout le monde, mais il y a des liens qui sont faits, par exemple à l'époque de la Révolution française, ceux qui lancent les premières réflexions sur les lois qu'il faudrait faire pour la protection des animaux, ce sont des révolutionnaires qui ont, par exemple, comme l'abbé Grégoire, proposé l'abolition de l'esclavage, tout à fait. En 1850, lorsqu'on fait voter en France la première loi de protection des animaux, l'un des rares députés qui la soutient, c'est Victor Schœlcher. C'est celui qui vient de faire abolir l'esclavage en 1848. Alors on a comme ça des connexions. Elles ne sont pas non plus systématiques. Oui. Mais l'important, c'est de bien penser qu'il y a une réflexion historique très longue, très puissante. Ce n'est pas quelque chose qui débarque comme ça d'une autre planète, l'antispécisme. Vous me disiez aussi d'ailleurs en préparant cette émission que ça remontait aussi à la pensée Quakers de lutte contre la violence. La fin du XVIIe siècle, les Quakers sont les premiers qui remettent en cause, alors là on est dans la connexion, j'ai oublié d'en parler, la connexion, les Quakers sont les premiers à remettre en cause la notion de sujet au profit de celle de citoyen. La différence d'inégalité entre les hommes et les femmes, c'est les premiers à vouloir abolir l'esclavage et ils remettent en cause effectivement la différence hommes-animaux. Alors, juste Angela Martin, parce qu'on a vu aussi les images dans cette séquence d'actes coup de poing, comme ça, des militants qui vont déverser du sang dans des lieux publics. Il y a eu des caillassages de boucheries. Est-ce qu'avoir recours à la violence pour dénoncer une violence faite aux animaux, vous trouvez ça justifié ? Bon, ça dépend un peu de la théorie d'éthique. Moi, je le vois comme plutôt problématique. Pour le moment, je pense qu'on n'a pas utilisé tous les moyens pour convaincre la politique, les citoyens d'abolir le spécisme. Et je pense qu'il ne faut pas lutter la violence avec une autre forme de violence. Donc, je pense vous n'adhérez pas à ça ? Non. Je pense que c'est problématique. Aussi, c'est vu, le public trouve ça aussi mauvais, c'est mal vu. Et je pense que ça nuit à la cause. Alors, expliquez-nous, pour vous, selon quels critères, finalement, vous estimez qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les espèces ? Monsieur Dermange nous disait « l'animal n'est pas mon égal ». Pour vous, quels sont les critères pertinents alors ? Le critère de pertinence morale, pour moi, c'est la sensibilité. Donc, la question est que cet individu, est-ce qu'il ou elle peut raisonner ? Est-ce qu'il ou elle peut parler ? Mais est-ce qu'il ou elle peut souffrir ? C'est ça la question. Est-ce que cet être est capable d'avoir des bons moments et des mauvais moments ? Sur la question de la souffrance, alors, François Dermange. L'argument qui vient d'être donné est un argument qui est là aussi un argument historique, puisque c'est exactement le mot pour mot
ce que dit Jeremy Bentham, le fondateur de l'utilitarisme, parce que lui fonde sa théorie morale en disant, ben voilà, au fond, ce qui compte, c'est la souffrance. Personnellement, moi, je me rattache plutôt à une autre tradition morale qui dit, mais c'est pas la souffrance qui compte. Au fond, si je fais souffrir l'animal, bien sûr qu'il y a un problème. Mais le problème n'est pas d'abord l'animal, le problème c'est moi. Qui suis-je pour faire souffrir un animal? Quelle image est-ce que je me fais de moi-même? Donc c'est plutôt le rapport de l'homme à lui-même. Qui suis-je pour élever des animaux en batterie? Qui suis-je pour ne pas considérer que la viande que j'achète à la Migros ou dans un autre établissement, cette viande-là a été un être vivant? Donc pour moi, le problème, c'est pas en tous les cas d'abord le rapport à l'animal, c'est le rapport à nous-mêmes. Mais on va revenir sur la question de la souffrance. Mais alors, si la souffrance, pour vous, c'est pas le critère pertinent, finalement, qu'est-ce qui... Et pourtant, on voit effectivement, la science aussi a pu prouver que les animaux sont capables de souffrir. Oui. Finalement, alors, qu'est-ce qui est le propre de l'homme, selon vous? Le propre de l'homme, c'est que c'est la seule espèce vivante qui a un véritable intérêt pour les autres espèces vivantes. Aucune espèce animale n'a de compassion ou n'a d'intérêt véritable pour toutes les autres espèces vivantes. Nous sommes la seule espèce à avoir une responsabilité qui est liée à notre conscience de la souffrance de l'autre espèce. C'est la question de la conscience de ceux qui nous entourent. Vous êtes d'accord avec ça, Angela Martin? Finalement, voilà, le propre de l'homme, nous sommes particuliers. Je ne sais pas si on est au-dessus, mais nous sommes particuliers. Je pense, donc vous parlez de ces individus qui sont des agents moraux, mais pas tous les êtres humains sont des agents moraux. Donc là, il y a aussi un souci. Qu'est-ce que vous entendez par là, des agents moraux? Les agents moraux sont des individus qui peuvent agir selon des lois moraux, ils savent ce qu'ils font, ils sont responsables de leurs actes. Et ça, c'est pas tous les êtres humains sont des agents moraux. Moi, je pense que si, et je pense que nous avons tous une conscience, nous avons tous une volonté, nous avons tous une responsabilité, et il s'agit précisément de l'éveiller et de montrer qu'on ne peut pas se comporter de manière injuste vis-à-vis de l'animal. Moi, j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration même pour effectivement certains éleveurs qui aiment leurs bêtes, qui connaissent la personnalité de leurs bêtes. Quelqu'un qui élève des vaches sait très bien qu'une vache n'est pas la même que l'autre vache, et pourtant qui sont capables de la tuer. Éric Baratet, on voit que à la fois Angela Martin et François Dermange s'inscrivent dans des traditions philosophiques qui sont aussi historiquement construites, on va dire. Cette idée alors, du propre de l'homme, de ce qui fait l'être humain et qui le distingue des autres êtres vivants, ça vient d'où? Ça vient de l'Antiquité grecque, de la philosophie anti-grecque. Tout le problème du propre de l'homme, tel qu'on nous l'explique, c'est qu'on le lie à une hiérarchie. Avec une vision du monde pyramidal, l'homme tout en haut, comme par hasard, et exprimant les facultés les plus abouties. Et évidemment, à ce moment-là, on va définir l'intelligence, la personnalité, la conscience, etc., en fonction de l'humain. Et puis on se demande ensuite, est-ce que le cheval, le chien, etc., il est intelligent? Si on définit l'intelligence en fonction de l'humain, le chien n'est pas intelligent. C'est anthropocentrique. C'est totalement anthropocentrique. Cette vision du monde, on est totalement enquisté là-dedans. Elle a 2500 ans, elle a été bâtie par les philosophes grecs, reprise par une version du christianisme, reprise par une majorité de la philosophie occidentale, de la science occidentale, mais maintenant on sait qu'elle est fausse. Elle est fausse. Elle n'a jamais été démontrée, et elle est fausse. La vision actuelle, basée sur la génétique, c'est pas du tout celle-ci. La vision actuelle, c'est celle-là. C'est celle de l'arbre. De l'arborescence, avec les espèces qui évoluent à partir du dernier ancêtre universel commun. Tous les vivants sont partis sur des branches différentes. Et sur une branche, il y a l'homme et tous les hominidés que l'on découvre actuellement. On en a découvert un récemment. Et alors évidemment qu'il y a un propre de l'homme. Comme il y a un propre du chien, il y a un propre du cheval, il y a un propre de l'abeille, etc. Et il faut reconnaître le propre de l'homme, mais ça ne doit pas entraîner une volonté de hiérarchie par rapport aux autres. C'est pas du tout ce que j'ai voulu faire, remarquez. Non, mais c'est souvent, c'est pas ce que vous dites forcément, mais c'est souvent ce qui tourne. Mais alors sur la question de la hiérarchie, j'ai pas voulu dire l'homme est au sommet du vivant ou l'homme est complètement avec une filière complètement indépendante de l'arbre. Au contraire, l'homme
l'humain plutôt, partage avec le reste du vivant énormément de choses, et en particulier avec les mammifères, et les grands mammifères en particulier encore plus. Bon. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a chez l'homme non seulement une conscience de sa propre existence et de l'existence de ses congénères, d'où les droits humains, mais aussi une conscience de la réalité des autres vivants. Oui, les autres vivants n'ont pas cette appréhension ou cette responsabilité de prendre soin. Le chat ne prend pas soin de non, parce qu'on est en train de démontrer le contraire. La conscience de soi, on est en train de le montrer chez plein d'espèces animales. La conscience de soi existe. Et la responsabilité vis-à-vis d'autres espèces, on est en train de découvrir plein de faits. Un exemple ? Récemment, on a vu, c'est passé sur YouTube de partout, un hippopotame qui s'est précipité pour défendre un éléphanteau qui venait de se faire attraper par un crocodile. Donc l'attention à l'autre, vous dites, Donc, existe dans le règne, parmi les animaux. Il peut y avoir des attentions ponctuelles à l'autre. Il peut y avoir une louve qui élève Romulus et Rémus. Mais le soin que l'être humain a, ou la conscience en tous les cas que l'être humain a de la situation des autres vivants, je pense est spécifique à l'être humain. Ce qui lui donne une responsabilité particulière que les autres animaux n'ont pas entre eux. Mais alors justement, sur la question de la responsabilité, on va la lier à la question de la souffrance. Est-ce que, selon vous, c'est justifié, est-ce que c'est responsable de la part d'êtres humains de faire souffrir des animaux, si l'on admet qu'ils souffrent, pour se nourrir? Un chiffre, je crois que j'ai vu en Suisse, 77 millions d'animaux sont tués dans les abattoirs en Suisse chaque année pour se nourrir. Alors, ce qui est certain, et là on a d'énormes progrès à faire, je serai le premier à militer pour ça, c'est qu'on ne doit pas faire souffrir l'animal inutilement. Il y a une souffrance, il y a un degré de souffrance qu'on peut justifier et au-delà, non, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que la souffrance de l'animal doit être considérée comme un mal. On ne peut pas justifier la souffrance. Mais maintenant, il se trouve qu'il y a des cas où, même si on fait souffrir l'animal, et on est conscient qu'on fait souffrir l'animal, néanmoins, on peut attenter à sa vie. Vous êtes d'accord avec ça, Angela Martin? Bon, je suis d'accord que la souffrance compte, mais je pense pour le cas de la nourriture, il faut comparer les intérêts qui sont en question. Et puis pour l'animal, c'est sa vie, c'est la souffrance. Et pour l'humain, c'est juste une préférence esthétique pour le goût, pour un steak. Et là, Vous pensez qu'on n'a pas besoin de manger de la viande? Je pense, d'un point de vue antispéciste, ça ne se laisse pas justifier. Cette souffrance énorme et la déprivation de l'animal de sa vie, ce qui est un dommage pour l'animal, ça ne se laisse pas justifier si on regarde ce que l'humain gagne. C'est juste la satisfaction de son goût. Mais donc, il n'y a pas une juste manière d'élever les animaux et ensuite de les tuer. Par exemple, il y a maintenant la possibilité en Suisse, pour certains éleveurs, de tuer l'animal sur la ferme pour éviter un maximum de stress. Pour vous, même cette viande-là, élevée le plus respectueusement possible des animaux, elle n'est pas acceptable? D'un point de vue antispéciste, c'est difficilement justifiable. Et la raison est qu'on prive l'animal de sa vie. On le prive de bons moments dans son avenir. On le prive des relations avec d'autres animaux, etc. Donc, la mort pour un animal, c'est un dommage par déprivation. Et ça, c'est problématique d'un point de vue moral. Éric Baratet, je m'excuse, François Dermont. Oui, je crois que les choses ne sont pas aussi antinomiques qu'on veut bien le dire, parce que ceux qui prônent un élevage de qualité avec un abattage sur place, etc., obligatoirement, ça veut dire qu'il faut que le Suisse moyen ou le Français moyen mange beaucoup moins de viande que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Autrement dit, il faut qu'il devienne en partie, on dit maintenant flexitarien, mais en grande partie végétarien. Et je voudrais rajouter au niveau historique aussi cette idée que nous avons besoin de viande. C'est une idée du 19e et du 20e siècle, au moment où la consommation de viande a explosé. Mais nous avons été des dizaines et des centaines de générations à manger très très peu de viande. Un Grec de l'Antiquité classique mange 2 kilos de viande par an. Ah oui, on en est loin, effectivement. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais on est aux alentours de 50 et quelques, sauf erreur. Je serais d'accord. Oui. Je serais d'accord avec cela. Mais il me semble qu'il faudrait aussi pouvoir se dire, là jusqu'à présent, le débat s'est surtout centré sur les mammifères. Et surtout centré sur les grands mammifères que nous mangeons. Mais si on doit considérer le rapport à l'animal, il faut aussi considérer le rapport
à l'ensemble des animaux. des Et animaux. pourquoi faire une différence entre la cigale et la vache? Alors, on ne va pas faire une différence entre la cigale et la vache, mais je vous propose de regarder ce qu'on peut faire avec des plus petits animaux, parce que j'aimerais qu'on parle d'expérimentation animale. On peut peut-être se passer de viande, mais est-ce qu'on peut se passer des bénéfices retirés de l'expérimentation animale qui permet des avancées en médecine? Regardez, on en parle juste après. En 2018, David, totalement paralysé après un accident de sport, fait ses premiers pas au bord du lac Léman. Ce prodige ne tient pas du miracle. C'est le résultat de sa persévérance, de plus de 10 ans de travail d'une équipe de l'EPFL, mais aussi du sacrifice d'animaux de laboratoire, principalement des rats. En Suisse, le nombre d'expérimentations animales s'élevait en 2016 à environ 630 000, en majorité des souris, mais aussi des oiseaux, des poissons et des primates. En 1993, le peuple a largement refusé une initiative qui voulait interdire les expériences sur les animaux. En mars de cette année, une nouvelle initiative est déposée. Elle réclame que l'expérimentation animale soit considérée comme un mauvais traitement, punissable par la loi. Bon, voilà, Angela Martin, l'expérimentation animale, ça a permis à cet homme, David, de remarcher. Finalement, est-ce que ce n'est pas justifié? C'est clair que l'expérimentation animale est un cas beaucoup plus compliqué que la consommation d'animaux, parce qu'on a les intérêts de l'humain vital opposés aux intérêts cruciaux des animaux. Par contre, je pense que la nécessité scientifique ne justifie pas tout. Dans le passé, on a fait des expériences épouvantables sur l'homme. Et puis, oui, les résultats sont bien sûr très utiles, mais on s'est rendu compte qu'il faut prendre en compte le statut moral de l'homme. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et puis, je pense que la même chose devrait valoir dans le cas des animaux. Mais vous renonceriez à des traitements qui ont été testés sur les animaux, par exemple? Je pense que ça, c'est difficile en ce moment parce qu'en Suisse, tout doit être testé par la loi. Donc, pour le moment, ça, c'est pas possible médicalement pour le moment. Mais je pense si on fait du progrès, ça pourrait être possible dans un avenir lointain, peut-être. François Dermange, c'est curieux quand même, parce que les animaux, ils sont suffisamment proches de nous pour qu'on puisse tester des choses qui fonctionnent et sur l'animal et sur l'humain, mais pas assez pour qu'on leur évite cette souffrance-là. Oui, mais disons que moi, je partagerais volontiers le point de vue, c'est-à-dire que je pense qu'il faut pouvoir tester sur les animaux, mais pas n'importe comment, pas n'importe quoi, pas de n'importe quelle manière, pas réitérer des expériences 10 fois alors qu'on peut mutualiser les résultats des expériences. Autrement dit, je pense qu'on doit prendre soin de l'animal. Et ça veut dire quoi, concrètement? Enfin, pour vous, elle est où la limite? Mais ne pas faire n'importe quoi, que l'animal n'est pas un objet, que l'animal n'est pas simplement une chose, que l'animal a droit à une considération, mais que cette considération ne doit pas non plus devenir un absolu qui nous empêche de vivre. Prenez un exemple extrêmement simple et extrêmement banal. Nous mettons des lampadaires dans les rues. Et nous ne nous rendons pas compte qu'en mettant des lampadaires dans les rues, nous détruisons des millions d'insectes. Et que ces millions d'insectes ensuite détruisent, enfin empêchent de vivre toutes sortes d'animaux qui se nourrissent de ces insectes. Eh bien, c'est un comportement irresponsable. Nous pouvons vivre sans lampadaire. Nous pouvons vivre sans lampadaire. Mais peut-être pas sans expérimentation animale. Mais peut-être pas sans expérimentation animale. Éric Baratet. Oui, je dirais deux choses. Un, je trouve que la fin de votre reportage parle justement de vouloir faire interdire l'expérimentation. Je trouve que c'est toujours utile. Je peux d'autant mieux en parler que j'ai été pendant 10 ans membre d'un comité d'éthique à Lyon. C'est toujours utile parce que ça force les scientifiques à réfléchir, à prendre des précautions, et il y en a vraiment besoin. Le nombre de scientifiques qui arrivent, qui vous présentent leur expérience devant un comité d'éthique et qui ne se sont même pas posé la question de la répercussion de la douleur de l'animal sur le résultat de leur observation, c'est absolument effarant. Et il y a des alternatives. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut penser, il ne faut évidemment pas poser le problème en disant, mais évidemment, si on dit, mais ce pauvre monsieur, on est bien obligé de le soigner, bien sûr, mais il ne faut pas poser le problème comme ça, il faut le dire, il faut développer les alternatives. Et aux États-Unis, il y a un énorme projet, enfin, un énorme financement qui est basé sur les alternatives. Et l'Europe, là, est un peu à la traîne. Est-ce que, alors, il faut véritablement déterminer maintenant des droits
pour les animaux? Je vais vous poser la question, Angela Martin. Je pense, d'un point de vue juridique, si on veut reconnaître le statut moral des animaux, oui, il faut leur accorder des droits aussi sur le plan juridique. Mais en tant que quoi? Les droits de base, les droits fondamentaux comme le droit à la vie, ça veut dire qu'on ne peut plus les manger alors? L'intégrité physique, qui peuvent poursuivre un comportement qui est typique pour leur espèce, leurs besoins, etc. Je pense que... Droit à la vie, mais donc ça veut dire ne plus les manger? Oui, ça sera une conséquence. Qu'en pensez-vous des droits pour les animaux? Moi, je pense qu'il y a certains types de droits, mais qui ne sont pas des droits au même titre que les droits humains. Il ne peut pas y avoir de droits sans devoir, d'un point de vue humain. Or, pour l'animal, il ne peut pas y avoir de devoir de l'animal. Donc, il y a des droits de l'animal, mais comme il y a des droits qu'on a de protection d'œuvres d'art, par exemple, de droits d'attention que l'être humain... Donc. Oui, d'objets, mais d'objets qui ont une valeur et qui ont droit précisément à une protection, à une sauvegarde. Eric Baratet, je vous vois secouer la tête. Non, parce qu'on ne peut pas définir le droit d'une manière humaine. Dire pour avoir des droits, il faut avoir des devoirs. Là, vous définissez le droit d'une manière humaine. Pour étendre le droit aux autres espèces, il faut sortir de cette définition humaine du droit. Il faut avoir une définition beaucoup plus large. Comme on a maintenant une définition très large de l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité à s'adapter à son environnement. Donc là, beaucoup d'espèces sont intelligentes. Donc le droit, c'est la même chose. Il faut élargir sa définition pour pouvoir ensuite la spécifier espèce par espèce et voir ce qu'il est possible de faire. Je vais vous demander en guise de conclusion et très rapidement, en 2 mots, pour vous, Angela Martin, ça ressemble à quoi un monde antispéciste? Un monde où on respecte le statut moral des animaux et on considère les intérêts similaires d'une façon similaire. Et pour vous, ça ressemble à quoi un monde antispéciste, François Dermange? Probablement un monde, en tous les cas, le monde antispéciste que j'appellerais de mes voeux, c'est le monde où on mangera 5 kilos de viande par an. D'accord. On peut être antispéciste et manger de la viande pour vous? Oui. Eric Baratet? Un monde antispéciste, enfin j'espère, je ne sais pas, ce sera un monde plus généreux, plus empathique, ce qui veut dire ne pas s'enfermer dans des luttes et de la violence, comme il a été dit au départ. À mon avis, c'est effectivement une impasse. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir participé à cette émission. Et si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook. La semaine prochaine, nous serons au Cap, en Afrique du Sud, où l'eau se fait rare depuis plusieurs années. Une situation de stress hydrique aggravée par les changements climatiques qui creusent encore un peu plus les inégalités entre noirs et blancs. Rendez-vous samedi prochain dans Faut pas croire et d'ici là, portez-vous bien.